Bienvenue à tous et à toutes. Merci beaucoup à vous d'être aujourd'hui parmi nous. Euh, alors tout d'abord, ma première question serait donc à 15 ans, vous avez reçu une première invitation pour un tournoi Challenger, celui d'Ostende. Dans quel environnement avez-vous grandi et à quoi a ressemblé cette discussion avec vos parents? Euh, moi, depuis que j'ai appris un peu le jeu de tennis, déjà de un, moi, je pensais qu'au tennis. Donc, c'était déjà compliqué pour mes parents, à partir de mes 11 12 ans, de me garder un peu à la maison ou je me concentre un peu sur l'école. Déjà que j'allais à la fédération à partir de mes 11 ans. Donc, j'étais dans l'internat de la fédération à ce moment-là. Je partais le lundi matin, je venais vendredi soir. Donc, pour mes parents, déjà, ça c'était compliqué. Je pense que c'est pas facile d'abandonner, entre guillemets, abandonner son enfant dans un internat alors que tout se passe bien. Mais bon, c'était vraiment mon souhait. Moi, je voulais absolument y aller. Je sais que la première année, mes parents avaient refusé que j'y aille, mais finalement, j'ai su les convaincre par tous les moyens du bord, je crois. Mes parents, ils m'ont toujours laissé l'opportunité de me laisser faire tout ce que je voulais faire, on va dire. Donc, la discussion n'a jamais été si je pouvais jouer au tennis, oui ou non. C'était plutôt quitter la maison. Ça, c'était quelque chose, ça, c'est autre chose, tu vois. Donc, à ce moment-là, j'étais seulement à la maison le week-end. Je pense que pour mes parents, c'était compliqué, mais je pense qu'en étant en enfant, ouais, jeune ado, on ne se rend pas compte ce que c'est d'être, ce que les parents pensent ou quoi. Moi, j'ai pensé qu'au tennis. Donc, la discussion avec mes parents n'a jamais vraiment eu lieu. En fait, ils m'ont laissé faire, mais je pense que de leur côté, ils ont quand même dû avoir un petit pincement au cœur tous les lundis, je pense. Oui, je peux le comprendre. Et donc, vous pourriez dire que c'est à quel moment vraiment est-ce que vous avez décidé de devenir, de vous lancer dans la carrière du tennis? Ah, dans ma tête, moi, à 12 ans, je pense. À 12 ans, j'étais très jeune, je savais que je voulais faire ça. Mais non, j'avais aucune idée comment faire, ou qui, quoi ou comment. Mais moi, dans ma tête, c'était vite réglé, hein. Je dirais, j'ai jamais pensé à autre chose. J'ai jamais pensé à 15 ans que qu'est-ce que je vais faire à mes 18 ans, des études ou quoi. Il n'y avait pas. Moi, c'était un peu bizarre, mais je faisais tennis études. Ça s'appelait comme ça en Flandre. Et donc, même moi, les études, je m'étais vraiment secondaire, hein. Je ne peux pas dire que j'étais pas un bon étudiant pour l'école, hein. Moi, je pensais qu'au tennis, je faisais mes examens, je faisais tout ce qu'il fallait, mais il fallait pas me demander de faire un peu de trop parce que j'avais soi-disant pas le temps pour faire les études parce que je devais jouer au tennis. Donc, moi, je pensais qu'au tennis du matin au soir. Je regardais la télé tout le temps. Du tennis, maintenant, j'ai 41 ans. C'est encore un peu comme ça, hein. Je veux dire, moi, je me lève avec le tennis. Je regarde encore mon téléphone, tous les résultats de tous les joueurs. C'est ma vie et tennis. C'est très compliqué à expliquer, mais c'est comme ça. Vous avez eu vos premiers gros exploits en 2003, pardon, Mhm. avec un premier titre sur le circuit Challenger en mai à Zagreb, en Croatie, et un second en septembre à Groningen, aux Pays-Bas. Qu'est-ce que cette année vous a apporté? À quoi elle a ressemblé pour vous? L'année 2003, elle était, entre guillemets, une très belle année parce que la première semaine de l'année, j'ai fait finale à Adélaïde, où ça, c'était le plus gros tournoi que j'avais fait dans ma vie à ce moment-là. C'était un tournoi de préparation pour l'Open d'Australie, où là, en fait, pour la première fois, j'ai vraiment rencontré des joueurs qui étaient dans les 100 meilleurs au monde, qui étaient top 10. Euh, Ça, c'était plutôt une découverte pour moi-même. Et bon, je pense que pour le monde entier aussi, de voir un peu de quoi j'étais peut-être capable. Mais par exemple, le tournoi de Zagreb, quand je l'ai gagné, je pense qu'entre la finale Adelaide et Zagreb, ça faisait il y a 5 mois d'écart. Mhm. Je pense j'ai pas dû gagner 5 matchs, je pense, sur 5 mois de temps parce que j'étais encore sur mon petit nuage d'avoir fait la finale Adelaide qui était plus grand. Mais je pense que c'était 2003 à ce moment-là, j'avais 21 ans. Euh, C'était à ce moment-là vraiment une découverte pour moi parce que, comme je dis souvent, tennistiquement parlant, j'étais prêt à être dans les 100 meilleurs au monde ou 80, ou c'est compliqué de dire un chiffre.
Mais mentalement, j'étais vraiment pas prêt. J'étais vraiment pas prêt à gérer la pression sur le terrain. J'étais pas prêt à gérer la pression en dehors du terrain, avec les sponsors, avec les managers, avec plein de choses. C'est pas juste jouer au tennis. C'est ça que les gens, en général, ils se rendent pas compte qu'en dehors de jouer au tennis, bah, il faut faire attention à tout. Il faut ce qu'on mange, le préparateur physique, il faut s'étirer, il faut s'échauffer, il faut manger, il y a plein de choses à gérer en dehors que je dis. Moi, j'ai dit toujours, j'ai toujours dit quand j'avais 25 ans physiquement, mentalement, j'en avais que 15 toujours. Parce que, aussi, je prenais le tennis encore comme un jeu. C'est spécial, c'était pas du tout un boulot pour moi. J'ai jamais considéré le tennis comme un boulot. Je l'ai toujours considéré comme ma passion, mon loisir. Bon, évidemment, le plus haut qu'on arrive, bah, le plus que ça devient nerveux, ça devient sérieux. Mhm. Mais moi, j'ai mis du temps pour devenir sérieux. Ça, j'ai aucun, j'ai aucun, j'ai aucun regret ou j'ai aucun problème de dire que c'est un peu comme ça. Je sais bien que au début de ma carrière, j'ai perdu des matchs parce que j'étais trop enfant encore sur un terrain de tennis. Mhm. Pas tennistiquement pas prêt, mais c'était juste mentalement pas prêt. Qu'est-ce que ces titres ont représenté pour vous à cette époque? Ça représentait, pour moi, c'était un peu la preuve pour moi-même que j'étais capable de gagner des tournois et qu'à ce moment-là, à partir du moment qu'on gagne ce genre de tournoi, ça donne, bon, tu as encore gagné des matchs après, mais ça donne la preuve que tu es capable d'aller D'aller aussi haut loin et d'aller plus loin. Ouais. dans le classement. On ne sait jamais dire à l'avance que moi, je ne savais pas qu'un jour j'allais être 30 au monde, peut-être que ça allait être 60 ou 28. Mhm. C'est compliqué de donner un chiffre là-dessus, mais à partir du moment que tu commences à gagner des tournois en Challenger et que le classement monte, tu sais que tu n'es pas de ton à ta limite. Et surtout, moi, j'étais jeune, moi, j'étais déjà à 21 ans, j'étais déjà là. Alors qu'aujourd'hui, s'il faut comparer aujourd'hui, le moyen âge dans le tennis, aujourd'hui dans le top 100, c'est 27-28 ans, alors qu'à mon époque, c'était 21, 22, 23. Mais bon, ça aussi parce que les générations changent, donc c'est plutôt ça aussi. Mais c'est surtout, je pense que pour répondre à votre question, c'est moi, ça me donne la preuve à moi que j'étais en bonne voie. Mais je Mhm. pense aussi que pour les gens autour de moi à ce moment-là, c'était aussi, eux, ils allaient être un peu plus soulagés de dire, OK, ça va, ils commencent à prouver que ça va aller. Je pense que mes parents, ils ont dû s'inquiéter quand même beaucoup entre mes 18 et 21 ans ou 22 ans, dans le sens que j'avais arrêté les études, je voyageais 35 semaines par an, mais bon, c'était pas facile. On va dans les pays, on va dire, on a été quand même dans quelques pays où c'était pas top. Mhm. Donc je pense que pour eux aussi, c'était plutôt un soulagement de voir que leur fils, il allait quand même peut-être réussir quelque chose. Donc c'était une preuve un peu pour vous et pour les autres en même temps, quoi. Ouais, C'était. je pense aussi parce que, par exemple, les gens avec qui j'ai travaillé, bon, il y a beaucoup de gens qui me parlaient toujours, qui disaient, Chris, ça va aller, ne t'inquiète pas, tu dois avoir confiance en toi, t'inquiète, ça va venir. Parce que bon, il y a plein de moments que tu t'entraînes et bon, ça va pas ou ça va pas comme tu veux. Mhm. Déjà, moi, j'étais compliqué à gérer, donc j'avais beaucoup de discussions avec mes entraîneurs. Donc, j'avais entendu plein de fois que Chris, t'inquiète pas, regarde, l'autre, il est bien classé alors qu'il joue pas si bien que ça, donc tu vas y arriver. C'est un peu, c'est Ouais. un peu du babysitting qu'ils ont dû faire avec moi. Ça mettre un peu en confiance et qu'à partir du moment que tu vois que ça va aller, ça te met aussi un peu en confiance, ça te donne la confiance. Est-ce que vous avez eu des contacts avec Xavier Malice ou Justine Hénin ou encore Kim Clijsters pendant cette période? Ou pas Oui, du parce qu'on voyageait quasiment ensemble. Je veux dire, on faisait le même circuit. Bon, entre les hommes et les femmes, il y avait pas beaucoup de tournois en commun en même temps. Il y a juste les 4 grands chelems à ce moment-là. Il y a les Master Series à Indian Wells Miami à cette époque-là. Donc, les filles, avec Kim et Justine, bah, Justine est aussi l'année 82 comme moi. Kim, c'est 83, mais j'étais à l'école avec Kim à Anvers. Donc, vu que j'ai doublé une année, bah, elle m'a rattrapé. Donc, moi, je connaissais très bien Kim parce qu'en plus, on vient de la même région au Limbourg. Donc, Kim et moi, ouais, on était à l'école, on était dans la classe ensemble. Donc, on se voyait beaucoup. Et Xavier, bah, il était aussi à la fédération à Anvers. Mhm. On était tous ensemble. Bon, Xavier, lui, il a pris le chemin pour aller aux États-Unis à partir de ses 16-17 ans. Donc, mais bon, ouais, on voyageait tout le temps ensemble. Les hommes, c'était toujours ensemble, hein.
Donc, il y a Olivier Rocus, Christophe Rocus, Malice et moi, on faisait un peu, on faisait les quatre un peu la même génération. C'était, bon, il y avait chaque fois un an de différence entre chacun, mais c'est aussi notre équipe de Coupe Davis à l'époque pour la Belgique. C'était cette équipe-là, en général, on jouait avec ça. De l'extérieur, on ne voit que les montants des gains des différents tournois. Mhm. Quand on commence une carrière ou que l'on souhaite se donner les moyens d'atteindre les sommets, quelles sont les choses sur lesquelles un joueur doit vraiment s'investir? Ben, il doit s'investir dans tout. Je veux dire, moi, je dis juste tout le temps, c'est que au début de la carrière, bon, moi, j'ai eu la chance quand j'avais 18 ans, par exemple, jusqu'à mes 18 ans, j'ai toujours bien joué dans le sens que j'avais fait quart de finale à Roland-Garros, quart de finale à Wimbledon. J'avais été plus ou moins top 10 dans les juniors. Donc, en fait, pour le monde extérieur, les sponsors et tout ça, ils avaient déjà eu la preuve que moi, j'avais une bonne chance de réussir quelque chose plus tard. Mhm. Donc déjà, financièrement, bah, il faut déjà trouver des sponsors pour pouvoir voyager. Je dirais évidemment, aujourd'hui, les gars, ou déjà la période que moi je jouais, il y avait beaucoup d'argent. Moi, j'ai toujours dit, il faut toujours investir dans les bonnes choses, dans le sens que euh, à partir du moment qu'on fait attention de ce qu'on mange, moi, je trouve ça c'est bête. J'ai toujours dit qu'il faut toujours investir dans la nourriture parce que le corps, le corps, c'est l'outil de travail. Donc, si tu ne donnes pas assez d'énergie au corps, ben, ça ne sert à rien. Donc, tu ne vas jamais y arriver. Donc, par exemple, les restaurants, moi, je faisais attention d'aller toujours bien manger, de ce qu'on mangeait, la qualité de ce qu'on mangeait, même dans les pays où on était, c'était un peu moins bien. Mais moi, c'était l'investissement aussi, c'était très important pour moi, c'est que j'avais des gens autour de moi qui connaissaient le circuit ou comment faire. Mhm. Vous Donc, pouvez moi, mieux j'ai des guider. gens avec de l'expérience. J'ai des gens avec de l'expérience autour de moi qui avaient déjà des années d'expérience dans le domaine, que ce soit un préparateur physique, un entraîneur de tennis, et qu'à ce moment-là, ben, c'est un sport individuel, évidemment, qu'on fait. Le tennis, c'est ça. Mais c'est quand même fort en groupe dans le sens que tu dois créer ton propre groupe, en fait. Tu dois Mhm. créer ton propre équipe. Et moi, j'ai investi là-dedans, de savoir avec qui je m'entendais bien, qui pouvait bien m'aider. D'autres gens que je disais non, pour moi, ils ne connaissaient pas assez le tennis ou ils ne connaissaient pas assez le physique. Mais ça, c'était mes critères à moi. Mhm. Je me suis trompé dans certaines choses, dans certains choix que j'ai faits. Ça, c'est logique. Je pense qu'à un jeune âge, on fait des erreurs et que moi, c'est ça qui est le plus important, c'est s'entourer de bonnes personnes qui sont là qui étaient là pour moi. Et une fois à l'étranger, ensemble, moi, je dis, je vois trop de jeunes aujourd'hui, aujourd'hui peut-être pas, mais il y a quelques années, euh, qui font quasi tout bien, ou qui faisaient tout bien, mais à partir du moment que tu nourris pas le corps, bah, on peut pas bien s'entraîner, on peut pas bien, le corps peut aller dans les réserves une fois ou deux, mais si on va déjà dans les réserves le lundi ou mardi, début de la semaine, et que le samedi, il y a encore la demi-finale, bah, il faut l'essence dans le moteur. Donc, si on ne met pas l'essence, ça ne sert à rien. Vous aviez parlé donc de vos sponsors, ils ont quand même joué un rôle important dans votre carrière. Sur une raison, généralement, quels sont les éléments pris en charge par ceux-ci et quels sont ceux pris en charge par les joueurs? Donc, y a-t-il des éléments qui sont pris en charge aussi par l'association de tennis professionnel? Ça dépend évidemment. Moi, à mes 18 ans, 18-19 ans, moi, j'ai quitté la fédération, donc j'ai fait tout à mon propre compte. Mhm. Ça veut dire qu'à ce moment-là, bon, j'avais un management autour de moi. Le manager a trouvé des sponsors. Bon, les sponsors sont venus parce que, un, le manager les a trouvés et deux, parce que j'avais déjà bien joué en junior. Donc, c'est un peu lié. Euh, donc, ça, c'est déjà quelque chose. À ce moment-là, on doit regarder le budget, évidemment. Je veux dire, Mhm. moi, au début de ma carrière, je suis resté souvent en Europe. J'allais souvent en France faire des tournois. Donc, on prenait la voiture, ça coûtait le moins cher. Donc, au début, on fait quand même attention parce que, bon, les gains, on peut parler des gains aujourd'hui, ils sont beaucoup plus élevés à l'époque. Mais dans les petits tournois, quand on fait les challengers, par exemple, il y a déjà de l'argent, mais il faut jamais oublier qu'il faut payer l'entraîneur, il faut payer l'entraîneur physique, il faut payer les terrains à l'entraînement, il faut payer les balles, il faut payer la nourriture, il faut l'hôtel. Donc, en fait, Ouais. tous les frais, l'avion et tout ça, bah, c'est à ma charge. Maintenant, Mhm. tu as une fédération, par exemple, en France, où il y a énormément d'argent grâce à Roland Garros. Il y a plein de jeunes qui sont aidés financièrement parce qu'ils peuvent se permettre.
En Belgique, déjà, on a déjà un problème avec la fédération parce qu'il y a côté flamand, côté francophone. On peut pas dire que les fédés chez nous sont riches là-dedans. Moi, à ce moment-là, quand moi j'avais 18 ans, 19 ans, il n'y avait pas grand monde à la fédération pour justement soutenir les jeunes professionnels. Donc, c'était un peu logique. On se mettait chacun un peu de notre côté. Xavier Malis, quand on parlait, il est parti aux États-Unis. Moi, je suis parti à Bruxelles. Bon, c'est pas la même chose, les États-Unis et Bruxelles, mais j'ai cherché, j'ai cherché aussi un entraîneur à ce moment-là ailleurs. Kim Clijsters a quitté la fédération. Justine Hénin, de son côté, elle a fait aussi. Donc, chacun fait un peu à sa manière, mais évidemment, faut que ce soit jouable et financièrement pour justement pouvoir faire, ouais, pour tout faire, en fait. En quoi est-ce qu'affronter d'autres top joueurs régulièrement représente un bon entraînement ou un bon test pour un joueur? On essaie toujours de jouer avec meilleur. Je Mhm. pense il faut trouver un juste milieu parce qu'à partir du moment qu'on s'entraîne seulement avec les meilleurs du monde, à partir du moment qu'on joue contre quelqu'un qui est moins bon, ben, il y a un autre rythme, la vitesse est peut-être un peu moins élevée. euh, et donc, il faut s'adapter. Et je pense qu'il faut trouver le juste milieu de pouvoir s'entraîner avec le meilleur au monde. Mhm. Et on va dire les meilleurs, je veux dire, on va dire les 10 meilleurs au monde, mais celui qui est 60e aujourd'hui au monde, il ne joue pas beaucoup moins bien que quelqu'un qui est 10e mondial. C'est juste qu'il gagne plus de points importants, mais ce n'est pas juste le tennis à ce moment-là. Mhm. Maintenant, vu que je m'occupe de quelqu'un qui est maintenant 23 au monde, bah, lui, on essaie de trouver vraiment le juste milieu. Et il ne faut jamais oublier que les 10 meilleurs au monde, ils ne veulent pas forcément s'entraîner avec les gars qui sont moins bien classés. Donc, ça va toujours la même chose. Maintenant, nous, on a la chance parce que mon joueur, il a maintenant intégré un bon petit groupe et tout ça. Nous, on a la chance de pouvoir maintenant se dire, on peut s'entraîner un peu avec tout le monde. Celui qui est 80 au monde, il est rarement en contact avec quelqu'un qui est 10 au monde. Mhm. C'est compliqué. Ils font le même tournoi, mais c'est quand même un petit monde à part encore. Donc, c'est un cercle et il faut essayer d'intégrer le cercle. À partir du moment que tu es dedans, bah, c'est plus facile, on va dire. Pouvez-vous décrire votre routine d'entraînement typique et son évolution tout au long de votre carrière? Donc, comment elle a évolué par rapport à vos débuts, selon les tournois et les types de surface surtout? Bah, je pense déjà, le circuit ATP, il est tellement bien fait, c'est que janvier, février, mars, on joue sur du dur. Mhm. Que ce soit en Australie, janvier, c'est en Australie. Mois de février, c'est plutôt en Europe. Mois de mars, c'est Indian Wells, Miami. Puis on revient en Europe pour jouer sur la terre battue. Donc, les entraînements sont adaptés par rapport à la surface aussi. D'accord. Parce que sur terre battue, les échanges durent plus longtemps. Donc, à ce moment-là, bah, il faut être physiquement, on va dire, il faut être plus être endurant sur terre Mhm. battue, alors qu'il faut être plus explosif, pardon, sur gazon, par exemple, parce que ça, c'est la balle rebondit, bah, elle est beaucoup plus basse, là, ça va plus vite, la surface va plus vite. Donc, sinon, il faut être plus explosif. Donc, à ce moment-là aussi, on adapte les entraînements. Euh, Par exemple, quand on commence à s'entraîner sur la terre battue, on va faire plus des entraînements endurants. Donc, à ce moment-là, les entraînements vont parfois dépasser les 3 heures. Mhm. Sinon, ça va durer 3 heures, alors que sur gazon, on va toujours faire 1 heure et demie, 2 heures, parce qu'on sait qu'à ce moment-là, il faut être plus explosif. Et évidemment, pendant la carrière, ça change un peu parce que le joueur même, moi je savais à un moment donné, et mon équipe aussi savait sur quelle surface j'avais besoin plus de temps d'adaptation. Que ce Mhm. soit la chaleur, par exemple, peut aussi être quelque chose. Si on part, on va dire, fin décembre en Australie et en Belgique, il fait, on va dire, 0 degré, ben 24 heures plus tard, quand on arrive, on descend de l'avion à Sydney, où là, il Différent. fait 35. Mhm. C'est pas seulement une question que tu t'es bien entraîné en hiver ici, c'est que aussi la chaleur va jouer un coup Mhm. sur votre corps, sur déjà la fatigue. Donc, il faut vraiment. Et chacun réagit différemment. En plus, il faut savoir qui réagit comment. Donc, au début de la carrière, donc on va dire les 2 premières années, ben, on est toujours en adaptation, en fait, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Après, on a bien compris que quand tu vas en Australie, moi, quand vous voyez, je suis blanc, je suis blond, moi, ma peau, elle brûle, moi, je ne vais pas redevenir bronzé. Donc, à ce moment-là, moi, je sais que ça se joue
sur ma peau, sur tout. Mon corps, il a besoin du temps pour s'adapter. Donc, moi, je partais souvent 3, 4 jours avant que les autres joueurs arrivaient, juste pour m'adapter à la température. Mhm. Il y a aussi des joueurs qui vont s'adapter plus vite ou moins vite au décalage horaire. Australie, il y a 10 heures de décalage, puis on revient, c'est de nouveau 10 heures. 3 semaines Ouais. après, on doit aller aux États-Unis, c'est 6 heures dans l'autre sens. Donc, ça fait beaucoup de choses en même temps. Donc, c'est ça qu'il faut vraiment aussi s'adapter. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir des gens autour de vous qui s'y connaissent et qui connaissent surtout la personne avec qui travaille. Parce que moi, je dis, moi, j'étais très compliqué dans certaines choses. Dans certains domaines, j'étais très compliqué. Et ces gens-là, ils ont essayé de me guider au mieux possible. Mhm. Mais il ne faut jamais oublier que celui qui fait un sport individuel, comme je dis, je pense qu'il y a d'autres sports aussi, on a tous notre caractère, on a une grande personnalité. Donc, Mhm. parfois, l'ego, mettre de côté, écouter quelqu'un qui dit non, vaut mieux maintenant se reposer parce qu'il fait chaud ici et là. Si à ce moment-là, le joueur, il se sent bien, il se dit allez, je continue, ça peut faire un conflit et que le joueur ne va jamais penser à le lendemain ou sur le lendemain. Ouais, c'est surtout le moment présent. Ouais. Quelle est votre surface préférée? C'est une très bonne question. C'est ce que tout le monde pose la même question, mais euh, moi, j'ai pas l'impression que c'était une surface que j'avais une préférence. J'avais plutôt une préférence que je jouais en indoor. OK. Donc, j'aimais bien jouer dehors, mais surtout à l'intérieur, ça me convenait mieux parce qu'il y avait moins de choses qui pouvaient m'irriter. Par exemple, le soleil, le vent, la chaleur, la La pluie. pluie. C'était tous des choses que je ne devais pas y penser pendant que je jouais. Alors, en Mmh. indoor, je savais qu'il y a un toit, il n'y a rien qui peut m'arriver. Donc, c'était plutôt une tranquillité pour moi dans la tête. Maintenant, la surface, je pense que mes résultats que j'ai faits, j'ai bien joué un peu sur toutes les surfaces. Donc, je n'avais pas vraiment une surface que je disais, c'est vraiment ça que je voulais. Les sportifs professionnels sont généralement un peu oubliés ou voire critiqués par les médias après leur retour de blessure. Vous avez pendant un peu plus d'un an avec un enchaînement de blessures juste après un gros pic dans votre carrière. Comment est-ce que vous êtes resté motivé pendant cette période de fluctuation des performances ou lorsque vous étiez confronté à des séries de défaites? Ah, ben là, c'est très compliqué, hein. Ça, il faut être honnête, à partir du moment que j'étais en carrière et que tout se passait bien Mmh. et que j'étais enfin arrivé 30e mondial et que enfin tous les morceaux de puzzle se mettaient bien, bah, là, il y a à un moment donné un arrêt parce qu'il y a des petites blessures. Chaque sportif a des petites blessures. Une Mmh. élongation, une petite déchirure, c'est pas très grave. Moi, à un moment donné, ça a mis un arrêt parce que j'avais vraiment des problèmes à ma hanche gauche, j'avais des problèmes à mon épaule droite. C'était vraiment les os qui étaient déjà un peu. J'ai vraiment un peu déjà l'arthrose qui commençait déjà Mmh. tôt. Donc, à ce moment-là, quand on est blessé au début, en fait, moi, je ne me suis pas rendu compte que quand les médecins me disaient, allez, Chris, allez, dans 6 mois, ça va aller. Moi, les 2, 3 premières semaines, pas de problème, j'étais un peu en vacances, ça allait. J'attendais, c'était un peu d'être à la maison, d'être content d'être là, mais après, tu dis 6 mois, mais ça va pas mieux, donc il faut aller chez le kiné, il faut l'ostéopathe, il faut. À ce moment-là, en fait, quand on est blessé 6 mois, par exemple à l'épaule, ben, il faut quand même s'entraîner tout le reste. Mmh. C'est pas qu'on fait 6 mois à la maison, dans le fauteuil, télé, chips, coca. Ça, c'est. En fait, à ce moment-là, on fait tout, sauf qu'on joue pas au tennis. Et on essaye d'aller le plus vite possible dans la guérison pour la blessure qu'on a. Moi, Ouais. les 6 mois devenaient 9 mois, parce qu'après 6 mois, on voyait bien qu'il y avait l'évolution, mais c'était trop tôt pour recommencer la compétition. Je pouvais jouer, on va dire, un jour sur deux pour commencer, puis c'était tous les jours une fois, puis tous les jours 2 fois. Donc, avant aussi de se mettre dans la compétition, euh, à nouveau, un sportif comme moi ou d'autres, je suis certain, j'ai cru que j'étais prêt pour revenir. OK. Parce qu'en fait, on est persuadé qu'OK, ça va, je suis plus mal, ça va aller. Mais à partir du moment que tu retournes dans la compétition, c'est là en général qu'on prend un gros coup, parce que c'est là qu'on se rend compte que quand tu as Totalement. été absent de la compétition, et les autres, bah, les De autres, ils quoi m'ont pas changer. attendu. Mmh. Ils n'allaient pas m'attendre. Donc, eux, ils ont continué d'évoluer, évoluer, évoluer. Moi, je me suis rendu compte qu'après 9 mois, j'ai repris la compétition. On allait voir si ça allait.
ça allait, mais je sentais que physiquement, je n'étais vraiment pas encore au niveau que les autres. Et donc, là, à ce moment-là, tu prends un gros coup parce qu'en fait, tu crois que tu as tout fait, tu crois que ça va, et en fait, quand tu te rends compte que là, je suis à peut-être à 60% des autres, à 70%, je suis loin. Donc, à ce moment-là, tu essayes de regagner du temps. Donc, tu veux récupérer, on va dire, les 30% qui te manquent, ben, tu veux le récupérer tout sur une journée. Mm. Ben, donc, parce que tu es compétiteur, tu veux, mais en fait, les 30%, ben, malheureusement, ça va te prendre encore 3, 4, 5 mois peut-être. Donc, tu joues, tu continues la compétition parce que c'est important, mais tu sais aussi que si tu arrives à la fin de la semaine, donc on va dire demi-finale ou finale, c'est là que ça devient intéressant pour un sportif de dire que c'est la finale, la demi-finale, maintenant que ça devient chouette. Et c'est là que tu sais que physiquement, faut pas que, faut pas que ça dure trop longtemps parce que sinon, ça va être compliqué. Donc, Mm. à ce moment-là, par exemple, quand moi je revenais, je savais que si j'allais faire 5 matchs sur la semaine, on va dire la finale, ben, il ne fallait pas que dans le premier, deuxième ou troisième tour, il ne fallait pas que je joue plus que 2 heures et demie ou quelque chose comme ça, parce que j'allais payer le week-end, alors que là, je devais être vraiment performant. Donc, c'est un peu un jeu, ouais, c'est surtout mental aussi, hein, Mhm. de se dire, moi, j'étais trop naïf dans le sens que je pensais être prêt à revenir, mais physiquement, je n'étais vraiment pas prêt. Donc, moi, j'ai eu là le gros coup, on va dire. Euh, Maintenant aussi, c'est une période, par exemple, qui était un peu pour moi compliquée dans le sens, c'est une période noire parce que je pouvais pas faire ce que je voulais faire. C'est aussi une période que tu oublies vite. Ouais. Tu n'as pas envie d'être confronté à ça, à ce moment-là. Donc, tu Mm. fuis un peu les problèmes, ouais, tu vois les choses beaucoup plus positivement que, en fait, la réalité, c'était chez moi, Mm. la réalité, c'était que c'était vraiment pas bon. La preuve, c'est que j'ai dû arrêter à un moment donné parce que ça n'allait plus du tout. J'ai dû arrêter à cause des blessures. Ce sont les médecins qui m'ont mis à l'arrêt parce qu'ils voyaient bien que ça n'allait jamais venir de moi-même. Mais maintenant, ouais, maintenant, ça fait déjà 12 ans que j'ai arrêté, 11 12 ans. Donc, maintenant, je peux le dire, ou c'est plus facilement de dire maintenant. Quand j'ai eu la blessure, quand je me suis arrêté la première fois de 9 mois, en fait, pendant ces 9 mois-là, inconsciemment, je savais déjà que j'allais plus redevenir celui que j'étais avant. Ouais. Alors, je le sentais, mais je ne l'acceptais pas. Mm. Et bon, j'ai mis du temps pour l'accepter, hein. Ça, même quand j'ai dû arrêter, je crois que les 2 premières années, il ne fallait pas trop me parler tennis, hein. Je peux imaginer, ça doit pas être facile. Non. Bon, passons à autre chose. Pourriez-vous nous décrire comment s'est passée la période allant de 2005 à début 2008, non seulement dans votre carrière, mais aussi dans votre vie? Dans la vie privée, vous voulez dire, ou juste dans la vie comme ça? Oui, un peu des 2. Entre 2005 et 2008, déjà, ce sont mes meilleures années sportivement parlant. Mmh. Donc, j'avais déjà fait 2 3 années d'expérience, on va dire de 2003 à 2005. Donc, 2005, on a enfin la preuve comme quoi on est dans le bon, on a l'impression qu'on est parti, on va faire 10 ans de carrière comme ça, on est bien parti, la vie est belle. Moi, Mmh. je vivais mon rêve, donc il n'y avait rien à dire. C'était vraiment génial. Donc, je vivais on va dire, de l'hôtel à l'hôtel, je vivais terrain de tennis, terrain de tennis. J'étais jamais chez moi, mais c'était mon rêve. Mmh. Euh, je jouais contre les meilleurs au monde, je faisais partie on va dire, globalement les 50 meilleurs au monde. À ce moment, quand tu es dedans, on ne se rend pas compte. T'es dedans, à ce moment-là, ma meilleure période, bon, il y avait Federer, Nadal, Djokovic, j'étais déjà là, évidemment, mais je veux dire, pour moi, c'était normal de les fréquenter, c'était normal de jouer contre eux. Euh, donc tu vis un peu dans une petite bulle, en fait, hein. Moi, je ne savais rien de la Belgique. Je veux dire, Mmh. quelqu'un devait me poser les questions sur la politique en Belgique à ce moment-là. Je savais pas qui était Premier ministre. Je veux dire, impossible. C'est vraiment, on est loin de tout, en fait. Vous Euh, êtes oui, on pense plus à autre Non, chose. parce qu'on pense qu'une chose, on est en Australie, c'est 10 heures de décalage, on est aux États-Unis, 6 heures dans l'autre sens. Donc, Mmh. on n'a aucune réalité. Moi, tu ne vis pas vraiment dans Si, tu vis dans la vie réelle, mais on est tellement concentré sur nous-mêmes que tout ce qui se passe en dehors, ça Mmh. n'existe pas.
Donc, la vie, moi, c'était la vie de rêve. Je veux dire, c'est ça que si je pouvais recommencer aujourd'hui, ben, je commence direct. Je veux dire, si quelqu'un dit maintenant, Chris, on y va, ben, ouais, on y va. J'ai l'impression que je le dis, moi, je suis prêt. Donc, c'est encore maintenant. Alors que j'ai 41 ans, il n'y a aucune chance de quoi que ce soit. C'est déjà 10 ans, 11 ans que c'est fini. Mais c'est vrai que ouais, tu me dis maintenant, Chris, tu as nouveau 20 ans, tu veux recommencer, qu'est-ce que tu recommences bah, direct. Je vais chercher mes chaussures, ma raquette et je suis parti. Donc cette vie quand même vous manque beaucoup et vous serez prêt à chaque instant à y retourner, quoi. Cette vie-là, non, elle me manque plus. Parce qu'en fait, maintenant, je le vis à travers je le D'autres vis à joueurs. travers de mon boulot d'aujourd'hui, Mmh. de joueurs que j'entraîne. Donc, en fait, aujourd'hui, je fais exactement la même chose, le même circuit que quand je jouais. Maintenant, c'est plus moi qui joue. Je regarde, j'observe les matchs, je suis coach, j'entraîne un joueur. Donc, à ce moment-là, en fait, je recommence là-dedans. Je suis encore dedans sans que je joue. Maintenant, je joue plus. Mais maintenant, maintenant, il n'y a plus de problème. Mais c'est vrai que, on va dire 2011, 2012, 2013, il fallait pas trop me parler de tennis et tout ça. Bah, la preuve, c'est que j'ai ouvert un restaurant, j'ai ouvert une boîte de nuit, donc j'étais vraiment plus dans le tennis. J'ai Mmh. vraiment été déconnecté, mais c'était un choix personnel. Parce que d'un côté, le tennis m'a donné énormément, que ce soit les émotions, la vie, le rêve et tout ça. Mais d'un autre côté, le tennis m'a donné aussi la pire expérience de ma vie, c'est que je ne pouvais plus le faire. Ouais. Donc, pour moi, c'est toujours deux choses différentes. Ben, comme je dis, 2012, 2013, il ne fallait pas trop me parler de tennis quand même, parce que j'étais vraiment loin, je ne regardais même plus le tennis, je ne regardais rien du tout. Mmh. J'avais l'impression que quelque chose avait été enlevé de moi, en fait. J'étais toujours compétiteur dans la tête, je voulais toujours le faire, mais le corps ne suivait pas. Donc, j'ai mis beaucoup de temps à accepter que le corps n'était plus apte à faire des choses. Dans ce que vous faites maintenant aujourd'hui, c'est pas trop dur de d'être confronté justement à ce que vous avez vécu tout au long de votre carrière et pas être, ne pas être au centre de l'attention? Je veux dire, ne pas être, J'ai jamais voulu être dans le centre. J'ai jamais non, voulu mais être dans le centre. Mais non, en fait, maintenant plus, parce que tous mes, tous mes compatriotes avec qui, que j'ai joué mes périodes, on va dire, de 2005 à, on va dire, moi, 2011, mmh. mais en fait, en 2011, j'avais que 29 ans. Aujourd'hui, toute ma génération a quasi arrêté de jouer. Mmh. Il y a 5, 6 ans, c'était pas du tout le cas. Donc à ce moment-là, quand j'étais sur le circuit, mon joueur qui j'entraîne aujourd'hui jouait contre mes adversaires. Et Ouais. ça, je ne trouvais pas juste. Ça, j'étais à côté du terrain et je me suis souvent fait la réflexion. C'est pas logique que moi, je suis en dehors du terrain alors que mon joueur que j'entraîne joue contre mes adversaires. Mmh. C'est moi qui devais être sur le terrain encore. Ouais. Donc, cette période-là était compliquée entre quand j'ai commencé à coacher, c'était 2014, on va dire, 2013, jusqu'à 2019. Là, ça a été compliqué parce que tous les gens de ma génération, ben, ils jouaient encore. Et Ouais. donc, j'étais confronté, entre guillemets, j'étais toujours dans le monde du tennis, dans ma vie de rêve, mais juste que je ne pouvais plus jouer. Et à ce moment-là aussi, t'as les joueurs de cette époque-là, mais ils me posaient beaucoup de questions. Comment tu vas? Pourquoi tu ne joues pas toi-même? Donc, à chaque fois, avoir les mêmes questions, donner les mêmes réponses. Non, non, je ne rejoue pas. Je m'occupe du gamin là, il va être bon plus tard. Je m'occupe de lui, il ne tracasse pas. Non, moi, non, ça va. Donc, aussi, parce que ma génération a arrêté de jouer. Donc les gens avec qui vous avez joué, que vous avez confrontés ne sont plus là, donc c'est Non, la plupart des joueurs sont plus là. Il mmh. en reste encore deux, trois qui jouent la traîne, on va dire, mais ils n'arrivent pas à abandonner. Mais moi, les autres, maintenant, ils ont tous arrêté. Mmh. Et maintenant, je les vois aussi Ouais. parce qu'ils sont devenus coachs. Donc maintenant, c'est plus facile. Pour moi, c'est plus facile, en fait. C'est bizarre. C'est bizarre à expliquer ça. Pouvez-vous décrire la camaraderie qui règne en coulisses entre les joueurs de la ATP Tour? Qu'est-ce que vous avez fait? Quelle a été votre plus belle Le plus beau match rencontre? ou rencontre personnelle? Oui, Non, le match. bah, le plus beau match et entre-temps et en même temps aussi la plus belle Bah, rencontre vis-à-vis le des plus joueurs. beau match, de toute façon, je crois que
c'est un match c'était la Belgique ou l'Australie. Quand moi j'ai joué contre U8, qui était à ce moment-là, à mon avis, je ne sais pas comment il était, mais il n'était pas numéro 1, mais il avait été numéro 1. Quand j'ai gagné pour la Belgique, la rencontre contre l'Australie, c'était à Liège, c'était un exploit où les gens du tennis se rappellent de ce moment-là. C'est pour moi personnellement, est plus belle dans le sens que c'est plus personnel. Carlo, ben en Belgique, où les amis que j'avais gagné, mais je dis, ça n'a jamais été quelque chose de grand. Mm. Alors que pour à ce moment-là, pour le tennis, c'était vraiment quelque chose de grand. Aussi, nous, notre époque, quand on jouait, ben on a parlé de Justine et de Kim. Ben, vu qu'elles gagnaient toutes les semaines, les deux gagnaient un tournoi, on ouvrait la dernière heure, n'importe quel journal, elles étaient sur la première page, une des deux. Ouais. Alors que les hommes, à ce moment-là, on était quatre mecs dans les 50 meilleurs au monde. C'est jamais arrivé en Belgique. Et c'est pas près d'arriver non plus à ce moment. Ça, on va encore attendre des années pour ça. Et donc, aussi à ce moment-là, nous, on est un peu plus à l'ombre, ce qui est tout à fait logique et il n'y avait aucun problème avec ça. Donc, il y a des vraiment, comme U8 par exemple, à Liège, à Finn, à Monaco, Go venait gagner Roland Garros. Donc, il y a beaucoup de Gasquet, il y a quelques matchs comme ça qui viennent à l'esprit, mais ça ne veut pas toujours dire que j'ai gagné ces matchs-là dans le plus grand tournoi où ils étaient télévisés. Parce qu'à cette époque-là, en plus, on ne voyait pas tous les matchs non plus. Il n'y avait pas encore la télé dans toutes les. Je dis, maintenant, il y a des chaînes, on peut trouver toutes les chaînes, tous les matchs. Mm. Donc, à cette époque-là, il y avait aussi plein de matchs qu'on ne voyait pas. On mettait juste le score, ce qui était logique aussi, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas encore tout ce qui est Internet, etc., etc. Donc, ça a été quand même vos victoires personnelles les plus importantes. Oui, pour moi, oui. Mm. D'accord. Et selon vous, quels sont les aspects de la réalité du circuit ATP que les fans ne comprennent pas, apprécient pas pleinement? Bah, je pense que les fans de tennis, ils ne se rendent pas compte de tous les sacrifices qu'une équipe doit faire ou un joueur doit faire. Je pense que les fans de tennis, ils voient le joueur jouer un match, ils trouvent ça normal qu'il faut faire des autographes, ils trouvent ça normal qu'il y ait des interviews à faire, ils trouvent ça normal. En fait, tout est normal. À partir du moment qu'on est dans ce milieu-là, euh, c'est pas toujours évident de parler à la presse après une défaite ou après une victoire, même parfois. Mais bon, après une défaite, si maintenant on a vécu une défaite sévère, c'est facile à dire. J'ai mal joué, l'autre était meilleur, c'est fini. Il n'y a rien à dire. À partir du moment que c'est un match qui a duré 4 heures, qu'il y a eu plein d'occasions dans les deux sens, à la fin, bah, tu perds. Bah, c'est pas toujours évident d'aller expliquer, bon, expliquer, mais c'est pas toujours évident d'expliquer. Dans le match. Professionnels du Ouais. tennis, ils sont journalistes. Ils posent des questions, donnent la réponse et tout. C'est pas qu'il n'y a pas beaucoup de journalistes maintenant, ça a changé certainement, mais à l'époque, Mhm. ils n'étaient pas trop compréhensifs quand même. Et parfois, on avait des questions qui avaient rien à voir avec le match. Donc, un joueur de tennis, il veut juste se concentrer sur son match ou le prochain match. Il n'a pas besoin de parler qu'à la maison, ça prend une discussion ou sa sœur. Il est juste concentré sur une chose. Donc, les fans en général, et c'est logique aussi parce que c'est ça qu'on montre. Je sais que maintenant, avec ils ont essayé un peu de montrer, ils ont suivi des joueurs et des joueuses. Il y a des séries maintenant qui existent pour aller voir. C'est pas toujours évident de montrer, parce qu'un joueur, en plus, il n'a pas envie de montrer comment il s'entraîne. Mhm. Il croit toujours qu'il a un secret qui fonctionne. Et donc, il faut surtout pas le Ouais. donner à quelqu'un, parce que ça fonctionne, donc il faut Mm. surtout pas le donner. Donc, ça, c'est quelque chose aussi que, bah, un fan en général, et donc, comme j'ai dit, un fan, il ne voit pas toutes les choses qui sont en dehors du tennis, ce qui est logique. Qu'est-ce que ça fait d'avoir été non seulement tennisman professionnel, avoir une longue carrière, mais surtout d'avoir fait partie de l'élite avec l'atteinte du top 30 mondial dans le circuit ATP? Qu'est-ce que ça m'a fait? Mais pas grand-chose, en fait.
Non, mais c'est bizarre. Je sais pas. Comme je disais tout à l'heure, c'est qu'à partir du moment qu'on fait ça, pour moi, c'était tout à fait normal que je vivais cette vie-là, parce que depuis que je Mm. suis né, j'ai rêvé d'avoir cette vie-là. Donc, maintenant, on va dire 10, 15 ans après, je me rends compte, c'est pas donné à tout le monde. Ça, je sais, mais une fois qu'on fait ça, qu'on est dedans, tout ça, c'est tout à fait normal. Euh, Maintenant, je suis pas la personne qui va dire à tout le monde que j'ai de 30 au monde ou quoi que ce soit. Moi, je préfère passer ma vie tranquillement, sans d'histoires autour. Euh, mais c'est vrai que maintenant, parfois, je me rends compte que ce que j'ai fait est quand même beaucoup mieux que je le pensais de moi-même. Parce qu'à l'époque, quand tu le vis, quand tu es dedans, euh, quand tu es 30 au monde, tu te dis, bah, je peux être 28 alors, ou 26, ou on est quand Mais même assez. occupé à ce moment-là. Oui, on veut toujours aller de Mm. plus en plus loin. Euh, Moi, j'ai toujours dit 30. Quand je jouais 30, c'était pas assez. Et j'estime toujours que j'aurais dû faire mieux ou j'aurais pu faire mieux. Mais je pense que chaque personne est comme ça. Mm. Je pense qu'il n'y a personne qui va dire qu'il n'aurait pas pu faire mieux. Euh, donc à ce moment-là, comment dire, moi, en tout cas, je n'ai pas de regrets non plus. J'ai là-dedans, mais pour moi, top 30 ou 40 ou 20 ou 60, ça n'aurait pas vraiment changé quelque chose pour moi. C'est plutôt les gens qui sont dans le tennis qui disent, ouais, tu as été 30e, tu as été 32. Mm. Parce que le niveau de tennis, la différence entre quelqu'un qui a été 30 au monde et quelqu'un qui est 50 au monde, il y a quasi pas de différence. C'est juste peut-être une balle de match que tu as gagné ou un match que tu as mieux joué dans un match important, il veut plus de points à gagner, donc tu montes plus vite. Et ça va dans les deux sens. Mm. Moi, personnellement, c'est pas que j'ai oublié ou que j'essaie d'oublier ça, mais c'est pas non plus que je pense beaucoup à ça. Qu'est-ce que ça vous a fait de représenter votre pays, donc la Belgique, Mhm. lors des compétitions, sentir l'attente du public et surtout rapporter des victoires? Ça, c'est quelque chose assez spécial, évidemment, parce que c'est un sport individuel qu'on fait. Donc, à partir du moment que ça devient un sport d'équipe, les joueurs deviennent différents. Par Mm. exemple, Olivier Rocus, Christophe Roux, Xavier Malice et moi, on voyageait partout au monde individuellement, même si on se voyait le soir, on s'entraînait ensemble, on allait manger un bout le soir ensemble, mais c'est quand même chacun de son côté. Et Mhm. là, à ce moment-là, tu vis pendant une semaine ensemble pour la même chose. Donc, à ce moment-là, on a le même but. Il y a 4 joueurs qui ont le même but en une fois. Et donc, normalement, moi, j'ai toujours mon but à moi. Personnellement, Olivier avait son but à lui dans les tournois différents. Donc, évidemment, quand on met, bah, ça fait bizarre, maintenant je suis en rouge, mais euh, en Belgique, la Belgique à l'époque, on était obligé d'être en rouge. On avait un polo rouge et un short noir. C'est vrai que quand je vois ça, ça me fait toujours quelque chose. Je veux dire, ça, c'est vrai que représenter la Belgique, euh, ça donne plus d'émotion parce Mm. qu'on se sent responsable. On va pas, je ne vais pas dire pour les 10 millions qu'on a ou les 11 millions qu'on a, parce qu'à mon avis, il n'y en a pas 500 000 qui regardent, de façon de parler. Mais je veux dire, mais c'est vrai que tu sens une responsabilité. Et bon, il y en a qui aiment bien cette responsabilité-là. Il y en a d'autres qui trouvent ça trop de pression, qu'ils n'aiment pas trop. Donc, moi, Mhm. dans ce sens-là, j'ai toujours aimé, moi. D'accord, à montrer un peu de patriotisme. Oui, je pense que la période qu'on jouait, on l'a tous fait. Mm. Aujourd'hui, il y a des joueurs qui sont moins bons pour la Belgique que nous à l'époque, mais c'est aussi ouais, des gens qui gèrent mieux la pression ou la pression qu'ils se mettent eux-mêmes. Hein. Mhm. Il y a aussi beaucoup de joueurs qui perdent un peu leurs moyens parce qu'ils se mettent trop de pression eux-mêmes, parce qu'ils veulent tellement bien faire, justement pour l'équipe ou pour la Belgique. Et Ouais. donc à ce moment-là, souvent, on est capable de. Ouais, on perd un peu le moyen. Mm. Votre carrière est marquée de moments, de partenaires et de victoires en double. Que requiert une bonne équipe de double? L'équipe de double, parce qu'on jouait. Moi, je n'ai pas joué beaucoup en double. C'est ça qui est aussi un peu. C'est nouveau la même chose, c'est que vu que j'avais été blessé ou j'étais blessé souvent à de petites blessures, je ne jouais pas beaucoup en double. Parce qu'on se dit justement, si je vais loin en simple dans le tournoi, à la fin de la semaine, ça va me coûter de l'énergie. Donc en double, on met un peu de côté. Mhm. Et encore une fois, avec Olivier Rocky, j'ai joué pas mal de fois. Aussi parce qu'avec la Belgique, on jouait ensemble, on avait une connexion là-dedans. Donc on se disait souvent, bah, les grands chelems, on joue ensemble.
Mais là aussi, si on voyait qu'en simple, par exemple, on allait loin dans le tournoi ou que la veille, on avait joué 5 heures, ben, le double, on disait quand même vite fait, bon, on va pas non plus se tuer ici parce que le simple, ça restait pour nous la priorité. Ouais, Donc, le double, c'était vraiment quelque chose. Allez, moi, je l'ai fait quelques fois. Avec le recul passé, mhm. et à ce moment-là, c'était toujours un peu parler avec les entraîneurs, qu'est-ce qu'on fait en jouant en double cette semaine-ci? C'est une semaine de préparation ou est-ce que c'est une semaine-ci? Donc, c'était un peu. J'ai dit que le double, j'ai joué, mais pas vraiment concentré, on va dire. Jamais eu un objectif là-dedans. Pour vous, quelles sont les grandes différences par rapport à un match en simple et un match en double? Parce qu'en double, on n'est plus tout seul, donc on prend les décisions à deux. Et Oui. comment est-ce que vous arriviez à changer de perspective à vous habituer? Ben, je pense qu'un joueur de simple qui va jouer en double, il ne va pas changer d'idée. Un Mm, joueur de simple, un joueur, les vrais joueurs de double, les spécialistes du double, eux, ils sont occupés vraiment avec la tactique, ils font que ça. Un joueur de simple, il s'occupe de son simple et quand il va jouer en double, souvent il va se mettre avec un autre joueur de simple comme pour faire une paire mhm, parce que les joueurs de simple, ils s'entendent plus facilement qu'un joueur de simple qu'un joueur de double parce que le joueur de double, c'est la priorité à ce moment-là, le double. Celui qui joue en simple, bon, il a la tactique ou c'est un peu discuter ensemble à ce moment-là. Mais encore une fois de plus, c'est qu'un joueur de simple, ben, c'est déjà beaucoup plus physique que le simple. Le double, c'est plus explosif. Il y a beaucoup mhm, moins de coups à jouer. Donc, par contre, le taux de concentration dans le double, c'est vraiment c'est haut parce qu'on frappe, on va dire les jeux de service, on sert qu'une fois tous les 4 jeux. Alors qu'en simple, tu sers une fois tous les 2 jeux. ouais, Donc, aussi, ben, en double, tu joues un côté, tu joues un côté, quel côté tu veux jouer. Tu veux jouer côté coup droit, tu veux jouer côté revers. Euh, donc, d'office, il y a une différence de tactique entre le simple et le double. Aussi, de nouveau, un joueur de simple, vu que c'est un sport individuel, il aura sa tactique à lui. En mhm. double, comme vous dites, il faut discuter avec l'autre, comment on va faire et tout ça. Donc, pas toujours évident de s'entendre. C'est pour ça que les paires de double, les professionnels du double qui font que ça, ils restent souvent longtemps ensemble parce qu'ils savent dès le début comment ils vont faire. Ils ont tellement discuté avant de se mettre ensemble, ils savent, OK, ils sont sur la même longueur d'onde. Selon vous, pourquoi est-ce que les tournois en double sont généralement moins populaires? Bah, parce que je pense que ça n'a pas été médiatisé depuis longtemps. Mhm, Je pense aussi que, par exemple, les Américains, ils adorent regarder le double. Un Européen ou un Belge ou quoi que ce soit, les gens n'aiment pas regarder ça. ouais, C'est pour ça qu'ils ont changé les règles. Ils ont fait, donc ils ont fait, bah, ça fait quand même beaucoup d'années maintenant. Ils font un super tie-break à partir du moment que c'est un set partout, alors qu'avant, c'était 2 sets gagnants, donc c'était beaucoup plus long. C'est aussi une fois que je disais tout à l'heure, c'est que les joueurs de simple n'allaient pas jouer en double parce que ça leur coûtait trop d'énergie. mhm. Mais vu que c'est les gens ou les fans de tennis, ben, tout ce qu'on voit à la télé, on voyait Federer, Djokovic, Nadal, tous ceux-là. On ne voyait pas les frères Brian qui étaient numéro 1 mondial depuis Ouais, non. 5, 6 ans. Personne ne les connaît. Mm. Sauf vraiment les vrais fans de tennis vont les connaître. Mais je suis certain qu'on va dans les rues ici, on met des photos de chaque joueur de double. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un va donner 3 noms, hein. Et ça, c'est aussi médiatisé. Je pense que l'ATP, ils essayent de médiatiser plus, mais il y a des pays comme les Américains, ils adorent le double, les Australiens aussi, mais en Europe, c'est vraiment pas quelque chose populaire. Et quel a été l'adversaire qui vous a le plus marqué dans votre carrière et pourquoi? Qu'est-ce qui m'a marqué le plus? Bon, il y en a quelques-uns, hein, mais par exemple, ouais, André Agassi, par exemple, moi j'ai joué contre lui en 2005 en Suède et il est venu se présenter. Alors que, je veux dire, chaque joueur qui joue au tennis, André Agassi, tout le monde le connaît. Et je trouvais Mhm. ça impressionnant de sa part qu'il est venu se présenter, comment il s'appelait. Alors que c'était à la base, c'est moi qui dois aller vers lui en lui disant, bah, c'est moi. Donc, Ouais. lui, par exemple, humainement parlant, je trouve ça incroyable de sa Mhm. part
parce qu'il bon, il n'est pas du tout obligé de venir se présenter alors que tout le monde le connaît. Ouais. Dans le monde du tennis, en tout cas. Euh, Nadal, par exemple, il est très impressionnant sur un terrain de tennis parce que c'est vraiment un guerrier. Il lâche pas une balle, il est physiquement tellement impressionnant. Mais en dehors du terrain, c'est quelqu'un de très gentil. C'est quelqu'un vraiment humain. Je veux dire, il va dire bonjour à tout le monde, tout le temps. Dès qu'il arrive quelque part, il dit bonjour, ça va. Je veux dire, c'est quelqu'un, humainement parlant, fait derrière exactement la même chose. Mais ça, les gens ne le voient pas, évidemment. Mhm. L'image de Federer a toujours été le gentleman. L'image de Djokovic, c'est quelqu'un qui est un peu plus, un peu pays de l'Est, un peu plus cru comme garçon. Alors que dans le vestiaire, c'est quelqu'un de très sympa. Mm. D'accord, d'accord. Et donc, lorsqu'on parle d'autres joueurs, comment est-ce que vous décririez, par exemple, Steve Darcy? Comment je dois le décrire? Steve Darcy, c'est devenu un pote, ça a devenu un ami. Mhm. Je n'attendais pas cette question-là. Tiens. Comment je peux le décrire? Steve Darcy, qui est quelqu'un, je pense qu'il a un cœur énorme pour le tennis. Mhm. Parce que bon, lui aussi, quand on parle blessure, on peut dire Steve Darcy. Parce qu'il a eu plein de blessures aussi. Il est revenu des blessures, problèmes d'épaule, il a eu plein de trucs. Et lui, il a réussi à revenir plusieurs fois. Mhm. Bon, je pense qu'elle a un grand cœur dans le sens pour le tennis, pour le sport. La preuve, c'est que maintenant, elle est capitaine de Coupe Davis. Donc, c'est quelqu'un aussi qui travaille pour la fédération. Il s'est investi énormément dans le tennis belge, lui, avec les jeunes. Moi par exemple, je ne le fais pas parce que je travaille avec un Néerlandais. Donc, je ne suis pas proche de la Belgique par rapport à ça, même si je suis les Belges. Je n'ai jamais travaillé pour la fédération flamande francophone. Steve, directement par sa carrière, il a fait ça. Euh, donc, comment le décrire encore plus? À Pote, je pense qu'il a vraiment réussi sa carrière malgré toutes ses blessures. Je pense qu'il aurait fait une meilleure carrière encore s'il n'avait pas eu toutes ses blessures, mais malheureusement, il a dû l'accepter aussi, lui. Que pensez-vous de David Goffin? De David Goffin maintenant, de David Goffin il y a quelques années. Qu'est-ce que je pense de David Goffin? Déjà, c'est le meilleur joueur belge de tous les temps. Mhm. Donc, ça, c'est respect quand tu fais master, finale au Master, quand tu arrives à mettre la Belgique 2 fois en finale de la Coupe Davis. Parce que bon, c'est quand même lui qui gagnait quasi tous ses matchs. Euh, Énorme respect pour ce qu'il a fait cette période-là. Bon, après, aujourd'hui, je pense que c'est un peu plus compliqué pour lui. Ça fait maintenant quelques années qu'il a du mal. Maintenant, comme je dis toujours à tout le monde, personne ne sait lui enlever tout ce qu'il a fait. À partir du moment que tu as été top 10 mondial et personne d'autre en Belgique l'a fait et que tu as battu les meilleurs au monde, Mhm. etc., etc., c'est bravo. Maintenant, je pense que les dernières années, ils ont été compliquées. Je ne connais pas la cuisine interne, pourquoi c'est compliqué. Donc, ouais, de l'extérieur, on peut juger certaines choses, Mhm. mais bon, c'est sans savoir ce qui se passe. Donc, je n'ai pas envie de faire du journalisme par rapport à ça. Donc, mais bon, énorme respect pour tout ce qu'il a fait. Donc, vous êtes maintenant aujourd'hui directeur technique du BATD et entraîneur de joueurs. Qu'est-ce Ouais. que représente aujourd'hui, donc maintenant, toujours le tennis pour vous? Mais la tennis, c'est toujours ma vie. Mm. Ça, c'est aussi simple. Pour le BATD, oui, je suis directeur technique de six écoles de tennis où avant, j'étais activement parce que j'étais sur le terrain. Mhm. Avant de commencer avec Talon, travailler, j'étais sur le terrain tout le temps avec les jeunes. Et j'aimais vraiment bien le faire. Bon, après, Talon m'a rappelé en décembre. Donc, là, je suis directeur technique passif, donc je suis plus sur le terrain. Je suis un peu de loin à tout ce qui se passe. J'essaie un peu de faire évoluer des choses Mhm. pour améliorer les écoles tennis, que ce soit l'enseignement, que ce soit l'organisation avec les parents, donner mes expériences par rapport à ça. Euh, et le tennis, bon, ça représente toujours ma vie, je dirais. Et je pense que ça va encore rester jusqu'à ma fin de ma vie, j'ai l'impression. Parce que je vis encore par rapport au tennis, je voyage encore de tout ce que j'ai toujours envie de faire. Et en même temps, je peux aider les jeunes
à donner un peu mes expériences de ce que je vois, parler avec les entraîneurs, parler avec les parents aussi. C'est très important pour moi que j'arrive à rencontrer les parents, expliquer un peu certaines choses. Donc, Mhm. un peu l'éducation sur le terrain, etc., etc. Même si moi, je n'ai pas été vraiment l'exemple par rapport à l'éducation. D'accord. Et donc, vous en aviez un peu parlé auparavant, mais à quel moment est-ce que vous avez vraiment pris la décision de rester dans le monde du tennis, mais avec un rôle différent? Bon, en fait, c'est quand j'ai dû arrêter le tennis, bah, à ce moment-là, j'ai quitté le tennis. Mhm. Je veux dire, bah, comme je disais, j'ai ouvert un restaurant à Lannes. Donc, j'étais vraiment plus dans le tennis. Mhm. Comment je suis retombé dans le tennis, on va dire, c'est que bah, à un moment donné, le microbe en moi était toujours là. Donc, ça, je ne peux pas le nier. Et j'ai eu un coup de fil bah, de mon joueur actuel que j'ai pour me demander si je ne voulais pas l'aider quelques semaines parce qu'il allait venir en Belgique, vu qu'elle est néerlandais, si je ne pouvais pas m'occuper un peu de lui pendant quelques semaines. Bon, les quelques semaines, les 4 semaines sont devenues 10 semaines, les 10 semaines sont devenues temps plein et on est, on va dire, 8 ans plus tard et je suis à fond dedans. Donc, c'est un peu les circonstances qu'on fait. C'était pas, oui, c'est un choix personnel d'accepter le boulot. Mhm. Mais si lui ne m'avait pas appelé il y a, on va dire, 8-9 ans, je ne sais pas du tout ce que j'aurais fait. Est-ce que j'aurais encore eu mon restaurant? Est-ce que j'aurais ouvert un deuxième restaurant? Est-ce que j'aurais eu autre chose? Je ne sais pas. Mais bon, le microbe en moi est toujours là. Donc, je pense que tôt ou tard, j'allais retourner dedans. Mhm. Et comment est-ce que vous arrivez à votre vie de famille? Écoutez, ça c'est compliqué, hein. Il faut être honnête. Ça, c'est... Avant d'accepter ce genre de boulot, bah, il faut savoir ce que Mhm. ça représente. Moi, ça représente 35 semaines par an à l'étranger. Vu que je travaille avec un Néerlandais, bah, les entraînements, ça se passe aux Pays-Bas. Mhm. Donc souvent, je dors aux Pays-Bas aussi. Donc oui, je ne suis pas souvent là. À ce moment-là, il faut vraiment regarder le pour et le contre. Après, gérer, c'est tu gères pas vraiment, tu vis un peu sur la vague. Je veux dire, on fait au mieux. De toute façon, c'est mon boulot, je veux dire, c'est mon gagne-pain aujourd'hui. Donc, c'est aussi quelque chose que on doit accepter. Et ça, moi, pour moi, personnellement, c'est plus facile à Mhm. faire parce que j'ai jamais connu autre chose que ça. Je pense que c'est surtout pour les gens autour de moi qui c'est plus compliqué de rester à la maison seul. Mes enfants, ben, maintenant, ils ont quasi 10 et 5 ans. Ils ont l'habitude que papa n'est pas souvent Mhm. là. Donc, ça aussi, dès leur jeune âge, ils ont l'habitude que je ne suis pas souvent présent. Donc, parfois, c'est compliqué, hein. Je veux dire, les enfants demandent après moi. Les enfants, quand ils m'appellent, ils ont un peu dur. Euh, j'ai bien l'impression que je rate pas mal de choses. Le grand, il joue au foot et j'ai pas encore eu le temps d'aller voir le foot. Il joue au foot depuis 3 mois. Mhm. Moi qui est fan de sport, donc oui, ça c'est quelque chose quand on est à l'étranger un samedi matin, on se lève, on prend le petit déj et on se dit, Milliard, mon fils, il est en train de jouer au foot et j'aurais bien voulu être là. Ben, c'est pas toujours évident, mais je sais que le moment va arriver et que je vais aller le voir. Et est-ce que, parce que vous venez de dire que votre fils joue au foot, est-ce que c'est important pour vous que vos enfants commencent dans le tennis? Non, Non. non, surtout que le grand, il n'a jamais été. Il joue au tennis, c'est un peu comme ça. Quand, entre guillemets, quand je l'oblige à faire un tennis, il va le faire. Mais il n'est pas du tout, il n'a pas du tout ce microbe-là. Il joue au foot, il connaît toutes les équipes de foot, il connaît tous les joueurs. Donc, il n'a rien à voir avec moi. Le petit, par exemple, il a 5 ans. On va dire que lui, il a un peu plus le microbe du tennis. Il a que 5 ans, il prend des cours le mercredi avec un de mes meilleurs potes. Il est là, donc il s'amuse à fond. Mm. Mais non, s'il veut jouer au tennis, il peut jouer au foot. S'il veut faire l'escrime, il fait l'escrime. Je dis non. Évidemment, je ne peux pas cacher. Si maintenant le petit, parce que les grands, je peux déjà oublier, mais le petit me dit j'ai envie de jouer au tennis, papa ou quoi, bah oui, je lui donnerai sa chance ou je serai là et voilà. Mais par exemple aussi, quand maintenant les cours de tennis qu'il a, je veux dire, moi, je n'ai jamais donné cours, je n'ai jamais fait quelque chose avec lui. Ok, c'est un pote à moi qui le fait.
Mais je ne vais jamais dire quelque chose à mon pote, comment il faut faire, quoi que ce soit. Il doit s'amuser au début, il a 5 ans. Donc, on verra bien avec le temps s'il a envie de le faire. D'accord. Et ma dernière question, quel message aimeriez-vous faire passer à votre héritage professionnel pour inspirer les jeunes joueurs de l'aujourd'hui? Ah, ben, si vous avez un rêve, il faut vraiment essayer de tout faire pour réussir. Parce que moi, ça, je peux parler, moi, du jour au lendemain, c'était fini. Donc, il faut le vivre pleinement. Il faut surtout pas hésiter, il faut profiter du moment et il faut y croire. Eh bien, super, merci beaucoup. Je Avec pense plaisir. que Kevin avait une question. Ah. Oui, merci. Déjà, merci beaucoup pour votre sincérité des questions. Vous avez souvent parlé du fait que vous étiez souvent à l'étranger. Pourquoi vous avez fait le choix de revenir et de rester en Belgique? Bah, j'ai eu l'occasion à un moment donné, pendant ma carrière, de partir de la Belgique, mais c'était plutôt aussi, je pouvais aller m'entraîner à Barcelone avec un entraîneur espagnol et tout ça. À ce moment-là, je dois avouer que je n'ai pas eu le courage de quitter la Belgique parce que j'aimais bien Bruxelles, j'aimais bien, quand j'avais pas un tournoi, j'aimais bien être chez moi. J'aimais bien voir mon copain ou mes copains pour aller manger un bout. Donc, ma vie sociale, même si c'est très peu, il était quand même important pour moi. Et donc, je ne me voyais pas abandonner, façon de parler, mes potes pour aller à Barcelone ou quoi que ce soit. Peut-être que j'aurais dû le faire, hein, c'est possible. Euh, mais bon, moi, je suis resté en Belgique. C'était un choix personnel. Euh, je pense que c'était un manque de courage à l'époque d'y aller. Par rapport à l'environnement des tournois et au circuit en général, est-ce que vous pourriez me dire lequel était votre préféré? Bah, l'environnement, par exemple, j'ai toujours envie de dire que l'environnement en Australie, donc l'Open d'Australie, c'est le meilleur. Parce que je veux dire, c'est la météo, la superficie du tournoi des stades est énorme. Donc, il y a énormément de monde, mais il y a vraiment moyen de regarder tous les joueurs. Je trouve la superficie de Roland Garros, c'est trop petit. Il y a beaucoup trop de monde. Il n'y a pas assez de place pour les gens. Wimbledon, j'ai envie de vous dire, c'est magnifique, mais c'est complètement autre chose. C'est vraiment à l'anglais, c'est à l'ancienne. Là, vous ne devez pas mettre un pied sur le gazon parce que quelqu'un va venir vous dire vous ne pouvez pas. L'ambiance est complètement différente. Euh, Maintenant, pour moi, le plus beau tournoi à l'année, pour moi, c'est Indian Wells. Mais par contre, je vais vous dire pourquoi j'adore ce tournoi. L'endroit est magnifique, mais autour du tournoi, il n'y a rien. Je veux dire, il n'y a que des clubs de golf. Je veux dire, le resort où on dort chaque année, c'est autour d'un resort de golf, mais c'est dans le désert aussi. Donc, c'est l'environnement, les gens qui sont là, ils connaissent tous le tennis. Les gens qui viennent voir, c'est vraiment. Les gens qui viennent voir à Indian Wells, c'est vraiment des amateurs de tennis qui connaissent le tennis. Je veux dire, il y a beaucoup. Je pense que non. Bah, en tout cas, alors merci beaucoup d'avoir Avec répondu plaisir. à toutes mes questions. Super, il n'y a pas de problème. Questions. Super. Voilà, bah, écoutez, je vous souhaite encore bonne chance et bon courage Merci pour beaucoup. la suite Merci et beaucoup, c'est gentil. de bonnes Merci vacances, beaucoup, c'est gentil du coup. aussi. Passez une bonne soirée, hein. Et Merci puis, beaucoup. Merci. merci, Bonne vous soirée. Au aussi. revoir. Merci beaucoup. Bonne Au revoir. soirée.